Donc, ce webinaire du défi presque zéro déchet, euh, c'est un peu le but, c'est de répondre à beaucoup de questions et beaucoup de problématiques sur comment démarrer cette transition, comment transiter vers cette démarche du presque zéro déchet ou du zéro déchet pour certaines personnes. L'idée, c'est vraiment de dédramatiser la situation, d'expliquer ce qui peut pousser à commencer cette transition, les blocages aussi, parce que l'idée, c'est on est tous humains, on n'est pas parfait. C'est pour ça que le défi, c'est le défi presque zéro déchet. C'est d'expliquer à travers des retours d'expérience comment ça s'est passé pour moi, pour Thelma, euh, comment ça se passe dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Cette transition. Et après quelques années, moi, ça fait depuis plutôt 2019, on va dire, que j'ai commencé un peu sérieusement à vivre un peu dans cette démarche presque zéro déchet. Thelma, il me semble que c'est un peu en amont de ça. Comment, là, aujourd'hui, en 2024, on s'en sort après tout ça. Je vais pouvoir commencer, même s'il manque encore un peu de gens. Donc, Thelma Cissé, que je présente aussi, qui fait partie de l'association Vos Transitions Écologiques, qui a eu la gentillesse et le courage de participer à ce webinaire et de nous partager son expérience personnelle. Donc, on va commencer tout d'abord par une mise en contexte, en, en parlant tout d'abord des enjeux, de pourquoi ce défi, pourquoi la démarche presque zéro déchet, pourquoi se lancer dedans en fait. Et comme je vous ai dit, donc les blocages, mais aussi des opportunités. Donc il y a des choses qui peuvent nous restreindre pour aller dans ce défi, dans cette démarche presque zéro déchet, mais on peut aussi avoir des opportunités dans notre vie qui nous poussent à sauter le pas, à faire la première étape, à commencer ne serait-ce que par un infime geste presque zéro déchet. Donc ensuite, on enchaînera avec les retours d'expérience de Thelma et de moi-même. Ensuite, j'en profiterai pour vous donner encore, remettre un peu, comme ce que je partage dans les newsletters, des trucs et astuces, mais vraiment très succinctement. Mais l'idée, c'est après de parler de la fin du défi, parce qu'on arrive un peu, on a bien entamé le défi, on arrive un peu vers la fin, donc c'est un peu un rappel des objectifs après tout ce qu'on serait dit. Et alors, il y a de base, il y a un temps d'échange et de questions à la fin du webinaire, mais comme Thelma ne restera pas jusqu'à la fin avec nous, après son partage d'expérience personnelle, on pourra commencer déjà, faire un petit temps d'échange et de questions par rapport à son parcours, à son discours. Vous inquiétez pas, il y aura donc 2 temps d'échange comme ça. Et bien, on va pouvoir avancer. Donc, pourquoi se lancer dans la démarche? Notamment, d'abord, c'est la production de déchets. Donc, chaque 2 ans, il y a des chiffres de notre production en millions de tonnes, hein, de déchets produits en France. Donc là, les derniers chiffres, c'était pour 2020. 2020, c'était un peu particulier parce que il y avait, la pandémie. Donc, 310 millions de tonnes de déchets produits en France, c'était une réduction depuis 2018, mais c'est parce qu'il y avait, l'économie s'était un peu arrêtée, il y avait moins d'activité, donc moins de déchets. Mais par contre, chez nous, dans les foyers, avec le confinement, la généralisation pardon, du télétravail, ça a l'effet inverse. Nous, on a dans les foyers, avec cette habitude en plus qu'on a gardée de télétravail, on est beaucoup plus chez soi. Et donc, on est susceptible à produire plus de déchets. Et donc, la part de déchets de ces 310 millions, donc,
nous, dans notre part de déchets, on a vu quand même une légère augmentation depuis 2018. Je vous ai mis un peu dans un ordre de poids décroissant la liste des déchets qu'on produit chez soi. Donc vraiment en tête de liste, sans grande surprise, c'est les déchets ménagers. Quand on a un compost, c'est bien, mais sinon, les déchets ménagers prennent quand même une grosse partie de notre poids de poubelle. Ensuite, le verre, même si en termes de quantité, on peut ne pas avoir beaucoup de verre en termes de déchets, ça pèse quand même son poids. Et ensuite, tout ce qui concerne les emballages, donc papier, carton euh, et autres. Donc, la première étape de cette production de déchets, c'est de savoir aussi ce qu'il en est. Enfin, quelles sont leurs transformations, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'on les met dans la poubelle. Donc ça, c'est un autre enjeu et on voit qu'il n'y a pas tout qui est revalorisé quand même. Le nombre de déchets recyclés ou revalorisés en remblai baisse d'année en année. Donc, ça a des risques quand même que ça soit des déchets qui sont enfouis sous terre, qui sont envoyés dans des pays du tiers-monde. Euh, donc, ça peut être problématique. L'idée, d'être dans la prévention. Voilà, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Euh, Et dans le fonctionnement un peu de la gestion des déchets, c'est plutôt la prévention, puis ensuite tout ce qui peut être recyclé, réutilisé, revalorisé. Et ensuite, comme enjeu, on peut aussi se questionner sur ce qui se passe sur notre territoire. Donc ça, on est là pour le coup, le défi se passe sur le territoire de la CU Grand Paris Seine-et-Oise. Donc c'est intéressant aussi de savoir ce qui se passe sur notre territoire. Donc, notre territoire, c'est quand même 73 communes. Donc, vous voyez un peu là, nous, par habitant, on a produit, donc pour les chiffres de 2022, 425 kilos de déchets par an. On est, on est à- on peut se féliciter de réduire ce nombre de déchets. On voit c'est moins 14% depuis 2019 et ça continue aussi à réduire, mais c'est bien. Et donc ça, c'est une bonne chose aussi de savoir ce qui se passe en termes de côté positif, dans le positif et dans le négatif aussi, pour un peu se pousser, s'encourager à faire le pas. Donc j'aime bien un peu mettre en avant à quoi ressemblait Carrière sous Poissy. Enfin, pas tout Carrière sous Poissy, mais une partie de Carrière sous Poissy il y a quelques années. C'était vraiment, ça faisait partie des grandes décharges à ciel ouvert d'Île-de-France. Donc tout ça n'existe plus là aujourd'hui maintenant, ça a été nettoyé, mais aujourd'hui, ça fait des hectares et des hectares de friches polluées, encore polluées, et donc inexploitables pour la cause agricole. Donc vraiment, on peut y faire des choses encore aujourd'hui, mais ça nécessite un traitement, un nettoyage, c'est beaucoup de travail. Parce que il y a eu un surplus de ces déchets. C'est important de savoir aussi comment se passe le tri sur notre territoire. Parce que c'est pas la même chose partout. En l'occurrence, cette année, en cours d'année, il y avait des nouvelles consignes de tri de la Grand Paris Seine-et-Oise. Donc, ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet, un peu partout chez vous, sur les poubelles. Vraiment pour se rendre compte aussi de ce qui est traité chez nous, de ce qui est recyclé ou trié. C'est pas parce que les déchets ne sont pas recyclés qu'ils ne sont pas triés et ne sont pas revalorisés. Voilà aussi pour ce qui est à mettre dans les autres types de poubelles, parce qu'il y en a donc plusieurs. Ensuite, les autres enjeux, c'est la santé. Donc ça, on peut le voir un peu partout dans ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. On trouve de tout. Heureusement, aujourd'hui, avec justement tous ces articles et tout aussi,
notre action en tant que consommateur, on pousse à avoir des choses de meilleure qualité, de manière plus des produits plus équitables, plus éthiques, et cetera. Mais c'est pas encore ça partout. On n'est jamais à l'abri quand même d'avoir des produits indésirables dans ce qu'on achète, en supermarché. Donc il y a tous ces magazines, enfin ces revues, 60 millions de consommateurs, UFC Que Choisir, ça peut nous aider déjà à voilà, voir un peu, ce qui est bien pour nous. Là, ben, je crois que c'est le dernier UFC Que Choisir, a un dossier spécial justement sur les dentifrices et leur effet indésirable la chose intéressante, c'était que je pense parmi les 3 dernières, pires, on va dire pires dentifrices qui avaient été, étudiées par la revue, parmi ces 3 derniers, il y en avait 2 qui étaient bio, enfin qui étaient vendus comme des produits bio voilà, d'origine, quand même, naturelle et bio, mais avec des effets enfin des produits un peu cachés, indésirables, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète et donc ben, ça peut être des enjeux qui poussent aussi à savoir, à force de pas trop savoir ce qu'il y a dans nos produits, ben, en faisant soi-même les choses, on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a et puis même on sait dans quoi on met aussi notre argent. Heu, Par rapport à la santé, il y a aussi, ben, le conditionnement de l'habitat, donc de faire un peu de la place avec, tous ces produits emballés, suremballés, qui se multiplient, qui se démultiplient et de pouvoir au final se contenter d'une niche de produits, qu'on peut à chaque fois réutiliser, utiliser pour faire, 1000 choses en fait et au final, ben réduire un peu visuellement, réduire un peu, la place que ça peut prendre dans la maison. Donc aujourd'hui, on retrouve quand même pas des alternatives vrac pour tout type de produit, mais ça vient petit à petit. Ça peut coûter aussi plus cher, mais pareil, c'est une transition qui se fait et ben, ça s'améliore petit à petit. Ensuite, comme d'autres enjeux, donc le plus important, hein, c'est l'aspect économique. Donc pour son portefeuille, malgré le fait qu'on trouve que les produits bio, de manière générale, c'est plus cher, les produits en vrac, de manière générale aussi, ça peut être plus cher. Au final, quand on change son habitude aussi de consommer, on on peut s'y retrouver, financièrement parlant. Donc moi, j'en parlerai beaucoup pour mon cas, mais il est possible de consommer mieux, heu, donc mieux, ça englobe vraiment beaucoup de choses différentes et de faire des économies. Ça, c'est pour, un peu illustrer, justement les économies qu'on peut faire, ben, dans ma dernière newsletter, enfin l'avant-dernière newsletter qui avait paru concernant le presque zéro déchet, au féminin. On avait vu un peu la différence de prix quand on passait une vie à avoir des protections hygiéniques, jetables uniquement ou, quand on optait pour des protections plutôt réutilisables. On voyait quand même, voilà, la différence de prix, elle se voit, elle est vraiment importante, elle est très importante et puis même, dans tout ce qu'on achète, tous les produits, de soins, de cosmétiques et cetera, ils sont majoritairement constitués d'eau, en fait, donc au final, dans ce qu'on y met, dans l'argent qu'on met dans ces produits, c'est souvent, des emballages, des produits indésirables, de l'eau et les produits essentiels dont on a besoin. Donc ensuite, une fois qu'on maîtrise un peu ces enjeux, on peut, se questionner sur, ben, voilà, par où commencer? Par où commencer? Par quoi commencer? Et voilà un peu ce dessin illustre, les axes de travail, les axes de progression qu'on peut trouver dans une maison. Donc, j'ai essayé de représenter un peu, tout ce dont peut constituer, nos besoins dans notre quotidien en termes d'habitudes à changer, pour une transition presque zéro déchet. Mais bien sûr,
c'est des axes, enfin cette liste est non exhaustive, vous pouvez aussi l'intégrer et y rajouter ce que vous souhaitez. Mais déjà, ce qui concerne la cuisine, la salle de bain, les produits ménagers, ensuite toute la catégorie vêtements, électronique, mobilier, et puis le jardin. Donc mobilier et jardin, si vous avez plus d'espace, un appartement ou une maison, ça ne sera pas les mêmes problématiques. Donc tout ça, c'est des pistes pour commencer sa transition presque zéro déchet. Et donc quand on se pose comme ça chez nous et qu'on regarde autour de soi, on dit ben en fait, on peut commencer par tout. Et donc ça peut faire peur. On peut être bloqué parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et donc là, l'idée, c'est pas d'aller au plus efficace ni d'aller au plus rapide, mais plutôt d'aller au plus simple. Faites ce qui est le plus simple pour vous, ce que vous jugez de moins contraignant pour commencer. Parmi ces grands axes de progression, de marge de progression, il y a des sous-axes. Donc ça, je vous avais expliqué tout ça dans les newsletters. Voilà un peu donc la salle de bain. Pareil, vous vous posez dans la salle de bain, vous regardez à droite à gauche, il y a 20 000 choses par où commencer. L'idée, c'est vraiment se dire, eh ben, je vais commencer par juste, je sais pas, par juste utiliser une éponge réutilisable au lieu d'une éponge synthétique que j'achète tout le temps. Ça déjà, c'est une axe, enfin un sous-axe plutôt pour commencer. Et ça suffit. Ça suffit déjà pour commencer sa démarche. Et ensuite, ben, une fois qu'on intègre ça dans notre habitude et qu'on est confiant pour aller de l'avant, hop, on passe à une étape supplémentaire, une étape supplémentaire. À vous de voir aussi, vous pouvez procéder par thème, donc par thème de soins, hygiène, entretien, ou y aller un peu au feeling. Donc ça, c'était pour la salle de bain. Maintenant, il y a le cas pour la cuisine. Donc, vous pouvez voir un peu dans la cuisine, quand vous faites pareil le tour de la cuisine, vous voyez qu'il y a plein de choses autour de vous qui peut être vues ou revues. Et au final, en termes de pourcentage, quand on traite toute une surface, on se rend compte qu'on peut vraiment virer beaucoup de choses et vraiment ben, se libérer de plein de choses dont on n'a pas forcément besoin et maîtriser un peu plus ce qu'on a chez nous. Et ensuite, aujourd'hui, on peut trouver sur Internet plein de choses à portée de main. Il y a aussi notre tissu associatif local, justement, qui peut nous aider à faire des ateliers, à, à nous aider à se poser, à être accompagné, à faire un shampoing solide, et puis ensuite à savoir comment faire, à comprendre un peu la logique, se rendre compte qu'au final, ça prend pas beaucoup de temps, que c'est assez simple et que c'est assez économique sur le long terme. Et que c'est sympa aussi à faire. L'autre aspect aussi du contexte, c'est aussi profiter d'une opportunité. On a notre vie du quotidien, et un changement opère ou on sent qu'il y a un changement qui va arriver. Ça peut être aussi une opportunité à saisir pour justement intégrer cette démarche zéro déchet, presque zéro déchet, hein, dans notre changement de situation. Parce que donc voilà, des nouvelles situations peuvent créer de nouveaux besoins. Et ça peut être une super opportunité en fait pour commencer. Ou tout simplement ben, des courses. Faire sa liste de courses, décider que cette fois, je vais la faire différemment. Cette fois, je vais passer du temps à regarder ce que j'achète, etc., etc. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie, au retour d'expérience. Est-ce que Thelma, tu peux donc commencer par nous expliquer ta démarche depuis que tu as commencé? Bonjour. Alors, la démarche zéro déchet ou tout ce qui associe a commencé pour moi autour de 2016-2017, lorsque j'ai, dans le cadre amical, des personnes avec qui j'avais sympathisé, qui étaient déjà dans ces démarches-là, donc, qui m'ont du coup, qui m'en parlaient, où je me retrouvais en fait
à partager avec eux leur démarche et ils me faisaient profiter de ce qu'eux vivaient, des changements qu'eux faisaient. Finalement, je le voyais. Et en fait, ça s'est vraiment accéléré lorsque j'ai eu ma fille en 2017, où j'étais vraiment dans un questionnement de me dire, bah, je vais avoir un enfant, comment je peux faire pour avoir une alimentation plus saine? Comment je peux faire pour avoir des produits d'hygiène plus sains? Et en parallèle, j'avais toute une réflexion autour de l'envie de vivre de façon plus saine, avec moins de surconsommation, à vraiment être dans une démarche plus simple, en fait, une vie plus simple. Et donc ces amis que j'avais, enfin, je pense, se sont saisis un peu de tout ça et m'ont donné plein de conseils, et, et je me souviens d'une amie qui m'avait donné un livre à lire c'était sur un journaliste qui, par expérience, pour tester, en fait, se retrouvait à faire le choix de vivre pendant une année en consommant le moins possible, en produisant le moins de déchets possible. Et ça m'avait vraiment, ça m'avait foutu une claque parce que je m'étais retrouvée, en fait, à me dire, ah oui, il y a des choses possibles, en fait, finalement. On s'imagine que l'écologie, c'est quelque chose hyper abstrait, hyper dur et qui nous concerne pas, mais au final, plein de petites choses sont possibles. Et donc voilà, tout cumulé, je me suis retrouvée à faire des petites choses petit à petit, à me rendre compte que c'était des petites choses, certes, mais c'était mon quotidien en fait qui évoluait. Et en fait, il a évolué presque sans que je m'en rende compte. Euh, Au début, une des premières choses que j'ai faites, alors c'est l'anecdote, c'est qu'en fait, j'ai une maladie, donc j'ai beaucoup le nez qui coule, et j'étais allée voir le médecin et j'avais toujours le nez irrité, toujours autour de la bouche. Et donc je suis allée voir le médecin et j'ai dit, j'en peux plus, je peux plus d'avoir toujours le nez irrité. Et il me dit, peut-être que vous faites une allergie aux mouchoirs jetables. Et donc je m'étais retrouvée, en fait, alors que pas du tout pour un objectif écologique, à me coudre mes propres mouchoirs en tissu pour me moucher avec des mouchoirs en tissu parce que j'en pouvais plus d'avoir la peau irritée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des mouchoirs en tissu à laver. Et au début, je me suis dit, bah, c'est pas hygiénique. Enfin voilà, on a toutes des idées préconçues là-dessus. Et au final, en fait, ça m'a changé la vie. Ça a changé plein de choses. Et voilà, c'était une des premières démarches que je faisais plutôt pour une raison de santé. Et après, le gros changement qu'il y a pu avoir, c'est j'ai voulu tenter de changer de produits de shampoing, les produits d'hygiène. Euh, et je me suis retrouvée à faire des shampoings maison. Donc au début, grosse catastrophe, des choses qui n'étaient pas du tout utilisables ou qui marchaient pas du tout. Et petit à petit, j'ai trouvé une recette de shampoing solide à faire soi-même avec 3-4 ingrédients, dont un des ingrédients est de l'eau. Et en fait, ça a hyper bien marché et tous mes collègues me disent, ah bah t'as des trop beaux cheveux, qu'est-ce qui se passe? J'ai le même shampoing que toi. Et là, je me suis dit, ah oui, cool. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'en fait, il y a 7 ans, je me suis mis à fabriquer mes shampoings et que ça fait 7 ans que j'ai pas acheté de shampoing du commerce. Et c'est des petites choses qui aujourd'hui, enfin, qui sont toutes simples, mais je me dis, mais aujourd'hui, jamais de la vie, j'achèterais un pot de shampoing. En fait, ça me semble inimaginable. Et, euh, et donc, pour l'anecdote, je m'étais quand même questionnée parce que je me suis retrouvée à acheter des produits dans le commerce pour fabriquer. Donc, je me suis dit à un moment donné, est-ce que finalement, ça revient pas au même d'acheter des produits et donc, j'avais fait le calcul qu'en achetant un emballage de chaque, ça me faisait une douzaine, quinzaine de shampoings, que un shampoing me durait un mois et demi, et qu'au final, j'achetais 3-4 emballages. Ces 3-4 emballages me duraient un an. Ça me coûtait une quinzaine, vingtaine d'euros, et avec ces 15-20 euros, je durais un an et demi en shampoing. Donc oui, en effet, j'avais acheté 3 emballages plastiques, mais avec juste 3 emballages plastiques, je tenais une année, ce que j'aurais tenu en 3 semaines, un mois avant. Mm. Donc, des petites choses comme ça qui, au quotidien, se sont installées au fil des années. Des choses toutes bêtes, mais par exemple, mon mari était un gros consommateur de papier sopalin, et puis j'ai arrêté d'en acheter. Et j'ai dit, maintenant, ça sera les torchons en tissu, on les lavera. Et puis, bon, des petites choses comme ça qui ont avancé. Quand j'ai eu ma fille,
J'ai utilisé des couches lavables aussi. Pas forcément toujours parce que je voulais que ce soit un plaisir de le faire et je voulais pas que ce soit une contrainte. Euh, et puis toujours dans cette idée de vivre de façon plus facile, plus simple, où je ne fonctionne que avec de la seconde main, ou en tout cas j'essaie vraiment de pas acheter de produits neufs. Parce que je pars du principe qu'un produit neuf, c'est un produit qui va du coup coûter à la fabrication, va être produit, va utiliser de l'eau, l'électricité, du pétrole. Euh, et donc je préfère utiliser quelque chose de recyclé ou de seconde main. Euh, voilà. Et donc, je suis arrivée il y a 3 ans dans une nouvelle maison, et donc c'est là que je me suis mise au potager. Je partais de rien parce qu'il y a 3 ans, je connaissais rien au jardinage, et j'ai voulu, en fait, j'étais dans une idée où je voulais manger aussi plus sainement, donc faire enfin, mon propre potager. Donc, je me suis beaucoup renseignée, et aujourd'hui, je suis autonome sur une grosse partie de mes légumes. Donc, ça fait 3 ans que j'ai pas acheté de tomates, 3 ans que j'ai pas acheté de courges ou de courgettes, épinards, salades. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je continue à acheter des fruits et des légumes au supermarché, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Et j'ai cette fierté de me dire, je produis pour nourrir ma famille, et puis c'est des produits déjà de très bonne qualité. Et ouais, ça fait partie de cette envie de faire des choses simples. Et on parlait, Dorian, tout à l'heure, tu parlais des produits alimentaires plastiques. Et en fait, je me suis rendu compte que plus on achète de produits de base, non transformés, moins ils ont de plastique finalement. Donc, en partant sur des produits bruts, là, je réduis considérablement le plastique. Voilà un peu. Et donc, du coup, en arrivant à Vaud, j'ai fait la connaissance de Anna et de Julie, donc de deux personnes qui ont monté une association qui s'appelle VTE, Vaud Transition écologique, auquel j'ai adhéré. Donc, une association tournée autour des actions que les citoyens peuvent faire autour de l'écologie. Et je me suis tout de suite retrouvée dans ce projet d'association, dans lequel je m'implique comme je peux. Et donc l'association a un jardin partagé et organise plusieurs événements. Euh, et c'est comme ça que j'ai connu Dorian, parce qu'on a organisé une journée autour de la réduction de déchets dans notre ville, et Dorian tenait un stand. Euh, voilà. Et tu m'as fait, Je sais- et tu m'as fait faire un shampoing solide. Oui, oui, Et j'ai vu oui. à quel point c'était simple, en fait, d'en faire. Ouais. Lors de la journée, en fait, j'ai tenu un stand pour fabriquer le shampoing, parce qu'on a l'impression que ça va être compliqué, que ça va nécessiter beaucoup de produits. Au final, pas du tout. Donc, tout le monde pouvait fabriquer son shampoing en 5 minutes. Et j'avais aussi un stand sur les couches lavables, mais qui ont fonctionné un petit peu moins parce que c'est très ciblé comme, euh, comme public que ça pourrait intéresser. Et je fabrique aussi des savons en lait maternel, parce que j'ai allaité mes filles. Et donc, il me restait du lait maternel que j'avais congelé. Et le lait maternel ont des grosses vertus cicatrisantes, apaisantes pour la peau. Et c'est zéro déchet totalement. Et donc, il m'en restait beaucoup au congélateur. Et donc, je fabrique encore aujourd'hui mon propre savon pour la peau de mes enfants avec du lait maternel. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as abandonnées ou mis de côté, mis en pause, mis en suspens aussi? Oui, bah beaucoup. Enfin, au début, je focalisais là-dessus. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave, je fais déjà ce que je peux. La grosse difficulté que j'ai eue, c'était par rapport au déodorant, où j'avais beau tester plein de choses, plein de recettes, plein de produits, plein de façons de faire. En fait, toujours, je me retrouvais avec les aisselles en sang parce que ma peau la supportait pas. Et donc, j'arrive pas aujourd'hui à trouver un déodorant sain et sans déchets qui me conviennent. Donc c'est vraiment quelque chose pour lesquels j'ai abandonné, parce que ça sert à rien que je me frustre là-dessus. Donc je préfère un peu se focaliser sur d'autres choses. Tout à fait. Ok. Et puis je trouve qu'on est aussi dans une société où on a toujours besoin de plein de produits, et donc
Par exemple, pour mes enfants, c'était un déclic en fait où je me rendais compte que quand on a des enfants, il y a un peu ce dictat d'acheter le matériel, d'acheter des produits. Et je voulais pas du tout être là-dedans, je voulais pas inculquer ça à mes enfants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait besoin de très peu pour élever un enfant convenablement, pour le rendre heureux. Et ça aussi, c'est, je pense, des choses qui ont fait avancer dans une démarche des zéro déchet. Voilà. Après, peut-être qu'Anna veut parler de VTE aussi. Je ne sais pas si elle arrive à activer son micro, Anna. Tu veux parler, Anna? En attendant, Sinon, on je fait peux peut-être un raconter message. l'histoire. Oui, oui, oui. L'histoire du coup pour VTE, une petite anecdote, c'est que on a lancé des Ah, gratiférias. Ah, Anna qui dit je n'arrive toujours pas à j'arrive pas à activer. activer. Ben, Anna, tu vas Sinon, tout en haut, au-dessus de la photo de Dorian, et il y a écrit microphone et tu peux cliquer dessus normalement. Il y a peut-être un bug. Du coup, avec VTE, on a lancé des gratiférias. On a fait 3 et là, on va faire bientôt la 4e. On est parti du principe que bah, la consommation, l'achat de produits est polluant, produit beaucoup de déchets. Et donc, on organise des événements où les gens viennent déposer des objets dont ils se servent plus. Nous, on les met en stand par thème et les personnes reviennent le lendemain et, euh, et peuvent du coup prendre les objets qu'ils souhaitent. Donc l'idée, c'est une espèce de brocante, mais sans argent, vraiment dans simple idée de ne pas acheter du neuf, mais plutôt d'utiliser des objets que les autres ont, les voisins ont de la maison. Non, ça marche pas, Anna, mince. ça ne marche pas. Ben, je suis. Ouais. Ouais, je sais Ah, pas. c'est peut-être lié à l'ordinateur. Et donc, l'idée de la gratiféria plaît beaucoup et nous permet de montrer qu'en fait, on peut aussi réduire nos déchets simplement en changeant notre façon de consommer, en étant aussi dans l'entraide. Et en fait, je me suis beaucoup rendu compte que l'écologie passe aussi par l'entraide et le partage, la solidarité, et que en pouvant en fait en partager nos ressources d'objets, de matériel, ce qui nous sert plus peut servir à d'autres et on évite que ça parte dans la déchetterie. Et en plus de ça, on évite que l'autre achète un nouvel objet qui aura produit et consommé. Et donc, on est très fiers de ces gratiférias dans notre ville qui commencent à prendre de l'ampleur et à être bien connus. Et finalement, on dit toujours que l'argent est indispensable, mais on prouve bien là qu'on peut faire des événements, de la solidarité sans argent. Et toujours, du coup, réduire la quantité de déchets. En allongeant la durée de vie aussi Oui, de totalement. Ah ces oui, objets. oui. Et même là, pour donner l'anecdote, on fait toujours, on fait 2 gratiférias, une en mai sur le thème des objets adultes et vêtements adultes, et une en novembre sur le thème de Noël, donc avec les objets, des jouets enfants et vêtements enfants. Et à cette gratiféria de Noël de novembre dernier, une dame est revenue avec des jouets qu'elle avait pris la gratiféria d'avant, en me disant, ça y est, mon fils y a joué pendant un an et je reviens, je le redonne. Et je me souvenais de ces jouets, et donc du coup, c'était rigolo de voir comment ils avaient un nouveau cycle. Et finalement, ça peut durer très, très longtemps, ces objets-là. C'est intéressant de se dire que ben, cet objet, c'est pas parce qu'il est à moi aujourd'hui Mm, qu'il doit l'être tout le temps, jusqu'à la exactement, fin de ma oui. vie. Mm, D'essayer de se délester ouais, un peu de choses mm, comme ça, ça fait du bien ouais. des fois aussi. D'être un peu moins dans le matériel, en effet, hein, c'est qu'un objet et que on y accorde de la valeur, mais finalement, là, on peut se détacher de cette valeur aussi affective, financière. Et puis comment ça peut laisser de la place à des nouvelles Oui, choses, des exactement, nouveaux oui, objets, oui. c'est au lieu de se Mm, rattacher un peu à quelque chose qu'on mm, veut garder, même si ça nous convient plus forcément oui, oui, totalement. aujourd'hui. Voilà, Bah, merci beaucoup pas de pour rien. cet échange.
Du coup, je ne sais pas si les autres personnes auront des problèmes de micro ou pas, mais si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. On peut commencer avec notre premier temps d'échange. Donc après, ça peut être par message. Vous pouvez écrire aussi par message. On peut voir ça dans le chat et puis y répondre. On pourra y répondre. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et ça donne vraiment envie d'avoir la recette du shampoing. Avec plaisir. Je la transmettrai à Dorian. Je note. Et du coup, la Gratiféria chez vous, elle rassemble beaucoup de monde. Il y a une certaine surface où ça doit prendre beaucoup d'ampleur. On en a fait 3. On a commencé en 2022. Et la dernière en novembre, il y a eu un peu moins de 300 personnes qui sont venues. Donc c'est beaucoup, sachant qu'on est une petite ville de 5000 habitants. Et on s'est rendu compte qu'en effet, 300 personnes, en fait, la salle était devenue trop petite. Mais la fois d'avant, la première fois, donc un an avant, il y avait eu une bonne centaine de passages. Donc en fait, ça prend en effet en ampleur, en bouche à oreille. Et donc là, pour la prochaine qui est au mois de mai 2024, on va changer de salle. On va prendre une salle plus grande. Et ça doit pas les gens ils se rendent pas dedans, ça va au niveau du comportement, ils sont majoritairement, ça se passe très très bien. Il y a eu en novembre, les 2 premières fois, il n'y a pas eu de soucis. En novembre, le dernier, en novembre, il y a eu 2-3 personnes qui ont un peu abusé. Donc déjà, c'est pour ça que là, on va créer une charte avec certaines règles à respecter. Et puis après, on est nous-mêmes en train de se questionner sur oui, il y a des personnes qui prennent plus, peut-être qu'elles ont besoin de plus, peut-être que c'est aussi pour offrir à leur entourage. Finalement, qu'est-ce que l'abus et est-ce que c'est nous peut-être qui n'avons pas été clairs au début? C'est vrai que c'est aussi ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu la deuxième Gratiféria sur le thème adulte où il restait des choses à la fin et en fait on avait un peu pris peur parce qu'on s'est dit il faut qu'on range tout ce qui reste, il faut qu'on l'amène à la recyclerie des Quevilly. Et donc, ça nous avait demandé du travail supplémentaire. Finalement, on avait rempli 2 voitures d'objets qu'on avait ramenés à la recyclerie. Et là, en fait, en novembre, donc on s'est dit, il faut surtout pas que les choses restent, il faut que les gens partent avec les objets. Et donc, on avait dit aux gens, prenez autant que vous voulez. Donc, forcément, je pense que ça a joué et ça a influencé le fait que oui, il y a eu 2-3 personnes qui abusent. Mais moi, je suis persuadée que 2-3 personnes qui abusent, c'est pas grave comparé à toutes les autres personnes qui en ont profité. Et toutes les autres personnes qui ont été super heureuses, qui ont fait des super retours, qui étaient très contentes. Merci pour ce témoignage. En fait, je me rends compte que je ne sais plus c'est quoi votre question, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, par rapport à la gratification, l'organisation, et puis voilà, si Ouais. ou pas. Ouais. Et puis l'organisation, en fait, on a l'impression que ça ne demande pas d'organisation, mais ça en demande quand même parce que il faut organiser bien la veille, un moment de dépôt des objets. Donc en fait, on ouvre la salle 2 heures la veille pour disposer les tables par thème, pour faire des affiches, et nous trier les objets, les mettre en stand sur par table par thème, les vêtements par taille plus ou moins. Il y a déjà parfois un premier tir fait parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui donnent des objets qui sont irrécupérables, qui sont à jeter, à recycler. Et donc ça demande déjà 2-3 heures à la veille. Et le jour J, de recevoir leurs personnes, de les expliquer. Avec certaines, on discute beaucoup. Enfin, c'est aussi, il y a beaucoup de liens qui se fait, de beaucoup d'échanges. Et après, à la fin de la gratiféria, de pouvoir récupérer tout ce qui reste, le trier par thème et l'emmener à la recyclerie. Donc, ça demande quand même un peu de travail. Mais c'est chouette, c'est un travail qui est hyper gratifiant parce que quand on voit à quel point ça génère des échanges, une solidarité dans la ville, enfin, c'est génial en fait. Ça amenait beaucoup de curiosité, oui. Ouais. Et puis souvent, en fait, les gens, quand on a commencé, avaient peur qu'il y ait peu de gens qui donnent, et finalement, les gens donnent beaucoup. Et des gens donnent des choses très, très chouettes. Enfin, il y a des fois des vêtements de marque, de très bonne qualité, des vêtements neufs, des jouets
des jouets très chers. Enfin voilà, c'est pas que des choses bas de gamme. Voilà, il y a vraiment des personnes qui donnent parce qu'elles ont envie en fait de contribuer, qu'elles ont envie de s'y libérer l'espace chez elles, et ça fonctionne très bien. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous avez dit que voilà, c'est pas l'argent en fait qui fait le tout. Mm. Sans Ouais, argent, on peut faire de très belles choses. ouais. Totalement. Et on s'est posé la question de faire financer une entrée, mais on était contre parce que c'est pas l'idée qu'on veut de ce projet-là. Après, on a mis une boîte à dons où certaines personnes donnent un petit don, une petite pièce, quelques centimes. Il y a même des personnes qui étaient tellement contentes qu'elles ont donné un billet de 10 euros. Enfin, mais on se dit c'est l'argent pour le fonctionnement de l'association. Et ce qu'on veut vraiment, c'est transmettre le message plutôt de la question écologique, la question de consommation, de ne plus être dans la surconsommation, mais plutôt dans une consommation réfléchie, et puis d'avoir en effet, comme on disait, des cycles d'utilisation des objets. C'est vrai, c'est ça, hein, c'est des cycles d'utilisation, ouais. Bah oui. Ouais, ouais. Du coup, j'en profite pour poser encore une autre question suite à votre beau témoignage. Le jardinage, du coup, vous êtes devenue alors une grande pro, je suppose. Vous faites de la... Oui, enfin, pro, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de savoir plus de choses qu'il y a 3 ans. Et du coup, VTE, un jardin partagé, où les membres se réunissent soit un mercredi, soit un samedi en alternance pour faire développer le potager. Et c'est magnifique parce qu'il y a encore un an, c'est un terrain prêté par la mairie, il n'y avait rien sur ce terrain, et là, il y a plein de choses qui poussent, et il y a une partie qui est fermée, une partie ouverte, et donc les gens passent, des fois cueillent des choses. Enfin, et il y a une pergola qui a été construite, et c'est parfois un lieu où les gens, des passants qui se baladent, vont s'asseoir sous la pergola. Enfin, il y a vraiment un espèce de côté local je ne sais pas comment dire, mais que je trouve très beau, très De poétique. communauté. Oui, voilà, communauté, oui. Ok. Merci beaucoup. Pas de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Le calme. Dans ce cas, moi, je vais pouvoir passer à ma partie de témoignage aussi. C'est intéressant, du coup, il y a des choses, ouais, que je comprends totalement, tout à fait dans ta démarche, et notamment ce que tu as dit aussi, le côté plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, mais aller y chercher du plaisir et d'aller au final au plus simple. On pense que ça sera contraignant, mais au final, ça. Ah, ah, zut. J'avais pas... Anna dit, c'est émouvant de t'entendre parler de tous nos projets, Thelma, je suis frustrée de ne pas pouvoir intervenir. Ah oui, bah moi aussi je suis frustrée parce qu'il y a plein d'autres choses à dire sur VTE, qui est une super association. Et j'avais toujours été frustrée de ne pas trouver des personnes qui, comme moi, partageaient les mêmes idées ou les mêmes façons de vivre. Et quand on m'a parlé de VTE, je me suis dit, bah oui, c'est ça. Et donc oui, bah oui, je comprends, hein. Mais on en reparlera à notre prochaine réunion. En tout cas, si parmi les participants là, de ce webinaire, il y en a qui sont pas loin de vous, Ouais. ben, ouais, allez contactez-les, allez les voir. Oui, il faut pas hésiter à passer un mercredi ou un samedi au jardin partagé. On a aussi lancé des repères café. On en a fait un seul. Et là, il y a la prochaine Gratiféria en mai. Il y aura en même temps un repère café. Ok, Donc, c'est aussi intéressant. On peut introduire d'autres choses dans la réparation des objets. c'est ça. Bah, c'est parfait en plus que c'est dans la newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui. Mm, Justement, on parle de ces repères café, mm, bon, on est totalement dans ce sujet en fait ouais, de rallonger les cycles de vie des mm, objets. Et là, c'était plutôt oui, axé sur l'électroménager, mais ça consiste vraiment en ouais. tout type Mm. d'objet. Eh bien, passons à la suite. Donc, j'ai fait un peu la même fiche pour Thelma et pour moi. Pour ma part, ben, j'étais il n'y a pas longtemps encore étudiant, étudiant à Paris, donc étudiant précaire, et c'était compliqué ben, niveau finance pour subvenir à mes besoins.
pour vivre de manière saine aussi, et puis manque de temps aussi avec des études assez prenantes. Et au final, c'est vers la fin de mes études où on a des fois un peu plus de temps. J'ai commencé à vivre à deux. Donc, je ne vivais plus tout seul, mais je vivais avec quelqu'un, avec une personne qui, elle, faisait depuis longtemps ses propres produits ménagers. Et, donc, j'étais curieux de ça. Enfin, moi qui est assez sensible déjà à la question, justement, tous ces enjeux sur l'écologie. Je me renseignais énormément, mais pas d'énergie. Enfin, je mettais mon énergie, on va dire, dans le fait de me renseigner, mais j'avais pas assez d'énergie pour l'action. Et d'être à côté d'une personne, enfin, de vivre avec une personne qui, elle, avait déjà intégré ce mode de fonctionnement, et ben, naturellement, en fait, on tend vers suivre et vers apprendre à comment faire. Et c'était un peu, je me suis dit, en commençant par ça, je vais aller plus loin, je vais aller chercher plus loin. Et puis voilà, j'étais lancé. La machine était lancée. Donc moi, ce qui me prenait le moins d'énergie, le moins de temps, le fait d'être en plus à Paris, c'est d'utiliser toutes les applis de anti-gaspi pour la nourriture. C'était quand même ce qui coûtait le plus cher pour moi aussi. Donc, c'était très important pour moi de faire des économies là-dessus et de manger à peu près sain quand même. Donc, j'ai pu tester plein d'applications de Too Good To Go, Phoenix, des choses comme ça. Il y en a plein où on peut aller dans des supermarchés, dans des primeurs, des produits un peu spécifiques, pardon, pour avoir des paniers de fruits et légumes ou d'autres produits à 4 euros au lieu de 12 euros, etc. Et puis des fois, c'était un peu la surprise aussi. L'idée aussi, moi je trouvais ça intéressant, c'est que je ne savais pas ce que j'allais avoir. Et des fois, je me retrouvais à cuisiner des choses que j'avais jamais cuisinées. Donc ça m'intéressait aussi. Je me disais, bah, tiens, là, je me retrouve avec telle variété de radis ou de raves, etc. Je ne sais pas du tout quoi en faire. Je vais aller voir, regarder des recettes. Et puis tant qu'à faire, comme je pars de rien, autant tester des recettes aussi zéro déchet. Essayer de voir un peu ce qui peut être fait, etc. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à adapter ma consommation aussi. Donc tout ce qui était shampoing, savon, brosse à dents, dentifrice, essayer d'aller aussi au plus simple, au moins d'emballage possible, du coup, aux alternatives solides. J'ai la chance aussi d'avoir une sœur qui est un peu plus jeune que moi, qui est à fond aussi là-dedans et qui, elle, prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour tester plein de choses. Et donc, à chaque fois, elle me donne des astuces, des marques, des choses qu'elle a testées, ce qui marche pas. Enfin, elle, voilà, elle me fait un peu son tri. Elle m'a fait tester tout type de dentifrice. J'ai du dentifrice en poudre, en pastille, solide, en crème. Enfin, il y en a vraiment, il y a de tout. Euh, et, euh, et du coup, moi, j'ai noté un peu ce que j'ai abandonné, justement, ce dentifrice, parce que après avoir utilisé un bon nombre de dentifrices, je me rends compte que moi, pareil, pour question de santé, j'ai des gencives assez fragiles. Et en fait, les dentifrices solides, souvent, enfin, ou tout type de dentifrice alternatif, souvent ne moussent pas assez ou sont vraiment pas faits pour des gencives très spécifiques. Et donc, j'en ai eu marre un peu de saigner de la bouche tout le temps, plus ou moins, selon les dentifrices. Il y en avait qui étaient plutôt mieux. Je me suis dit, j'abandonne et je prends un dentifrice pour le coup spécifique en pharmacie pour les gencives fragiles, etc. Et puis, je prendrai le temps un jour de voir s'il y a des options euh, où je peux coupler un dentifrice solide et je sais pas, quelque chose qui rentre plutôt en ligne de cause dans de l'alimentation. Peut-être c'est au niveau de l'alimentation ou utiliser d'autres choses plutôt naturelles comme bain de bouche ou autre. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas l'énergie pour ça. Donc j'ai abandonné récemment le dentifrice solide. Euh, Ensuite, je me retrouvais financièrement par rapport à ce changement d'habitude. Donc j'étais assez content de moi. Ensuite, autre chose, c'était sur les objets du quotidien. Parce que
d'avoir, quand j'ai aménagé moi au début à Paris, donc j'avais beaucoup de choses à acheter pour un appartement, puis aussi des nouveaux vêtements, toute une nouvelle vie, donc plein de nouvelles choses, des meubles, etc. Et alors moi, pour la petite histoire, je suis né en Île-de-France, mais j'ai quitté la France pour aller vivre à l'île Maurice. Donc j'étais très loin sur une île où vraiment la question du zéro déchet, du déchet ou du tri, c'était vraiment, ça n'existait pas. On brûle les poubelles et puis basta. Et donc j'arrive en France, donc il y a 7 ans, 8 ans enfin je retourne en France pour mes études. Et puis là, ma famille me montre Le Bon Coin. Donc vraiment, elle me montre, et puis moi j'ai une tante qui m'a montré ça, qui était vraiment adepte de ça. Donc elle m'a montré, elle, chez elle, tout ce qu'elle avait acheté, sa voiture, des meubles, son canapé, tout ça, ça venait du Bon Coin. Et, euh, et elle m'a voilà, elle m'a un peu montré cet outil, et puis je l'ai suivi. Et puis du coup, je passais, comme j'avais du temps avant de commencer mes études, je traînais beaucoup justement sur Le Bon Coin. J'ai fait mes premiers achats. J'ai fait mes premiers achats compulsifs aussi là-dessus, parce qu'on n'est pas à l'abri de se dire, ah ben c'est chouette, on va avoir des choses moins chères, c'est pour la bonne cause, mais ça peut ne pas freiner notre consommation. Et ça, c'est assez intéressant aussi de se rendre compte que d'acheter de seconde main, au final, ça peut être une bonne chose, mais il ne faut pas en abuser non plus. Il faut vraiment l'idée, c'est de se concentrer sur ses besoins réels. Et on peut un peu, moi, au début, je suis tombé un peu dans cette spirale de ah, c'est super, il y a plein de choses qui sont de seconde main, qui sont entre guillemets moins chères, donc enfin, c'est une bonne affaire. Donc je me dis c'est une bonne affaire, mais voilà. Donc j'ai appris un peu de ça, et au final, c'est quelque chose que je maîtrise très 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 bien maintenant. Je peux dire que j'ai acheté des choses assez onéreuses sur Le Bon Coin, mais en ayant vraiment pesé le pour et le contre, et des choses vraiment qui me suivent depuis des années dans ma vie, pour tout ce qui est électronique, où on peut avoir peur. Par exemple, moi j'étais en études d'architecture, donc besoin d'un ordinateur très performant qui peut coûter un peu cher, et j'avais pas les moyens. J'ai pu m'en sortir avec, voilà, en prenant le temps vraiment de regarder des annonces, en attendant la bonne annonce, pour trouver un ordinateur qui me convient vraiment, qui valait le coup d'investir, voilà, que je pouvais un peu me permettre, et je regrette pas du tout. Et j'ai tout ça pour plein de choses. Donc moi je trouve que ça pousse aussi à mieux se concentrer aussi sur ce qu'on veut. Et potentiellement, aller un peu plus loin. Moi, j'ai ma mère qui me dit souvent: «Le beau marché, revient cher», et donc on peut effectivement aller acheter, du neuf, heu, en pas cher, ou de qualité moyenne, parce que niveau finance, voilà, on peut pas aller au-delà. Ou prendre le temps de regarder un peu ce qui se trouve, sur le marché de l'occasion, aller chiner, aller dans des friperies, aller dans des Emmaüs ou des Gratiféria, et cetera, et tomber sur des choses de qualité, des choses, qui ont déjà vécu 10 ans et qui peuvent encore vivre 10 ans, et mettre peut-être un peu plus de sous, pas forcément, mais savoir que là, cette fois, on fait une affaire, dans le sens où, on peut se suffire de moins de choses, on privilégie la qualité plutôt que la quantité. Et puis je trouve que en cette démarche-là, moi, j'ai plutôt, j'ai trouvé mon équilibre là-dessus, et je suis assez content. Donc les vêtements, je pense, à part les chaussures, par rapport aux semelles, ou à d'autres choses, j'ai un peu du mal encore à les prendre de seconde main. Des fois, je craque et je prends du neuf, ou on peut trouver aussi sur les plateformes d'achat entre particuliers des choses quasiment neuves, et qui peuvent être un peu moins chères. Je trouvais assez intéressant ce que Thelma disait, par rapport aussi au partage de biens. Donc aussi sur toutes ces plateformes où on peut échanger avec des gens aussi. Moi pareil, j'ai eu
J'ai eu à chaque fois des coups de cœur avec les personnes que je rencontrais sur Le Bon Coin. Moi, je privilégiais à chaque fois des achats où je rencontrais la personne et c'était super d'avoir un peu son récit de l'histoire de l'objet que j'achetais, d'avoir aussi des astuces ou des tips un peu parce que moi j'aime bien un peu tout ce qui est électronique et je fais de la photographie, donc j'ai aussi pris un super appareil photo sur Le Bon Coin et la personne qui me l'a vendu était un passionné, donc il m'a expliqué tout plein de choses en fait de ce que moi j'avais appris avant de passer à l'achat où j'avais pendant 3 mois regardé toutes les informations sur cet appareil, pesé le pour et le contre, etc. Et voir un peu comment il fonctionnait. Et puis lui, en 10 minutes, il me donnait encore un panel de possibilités à faire avec un appareil qu'il avait chéri et il en avait pris soin et ça le faisait plaisir de lui léguer ça à quelqu'un d'autre qui allait découvrir la joie d'avoir cet appareil et puis lui pouvoir passer à autre chose, passer à un autre type d'appareil, passer à un autre mode de photographie. Et rien que pour ça, je trouve que c'est super intéressant. Euh, ensuite, j'ai pu tester aussi tout ce qui est savon, shampoing. Ça, je suis assez content aussi. Tout ce qui est alternative solide pour les savons, les shampoings. Au final, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à acheter un savon ou un shampoing en bouteille, en tout cas. Je pense que je peux plus, je pourrais plus, je pourrais plus, sauf si je suis vraiment contraint de le faire. Pareil pour les produits ménagers aussi. Je trouve qu'on peut vraiment faire au plus simple avec 7 ingrédients, on peut quasiment tout faire et ça coûte vraiment moins cher. Donc on est très content en plus aussi. On peut le customiser à souhait, on peut mettre des huiles essentielles, on peut aussi adapter la formule par rapport à nos besoins spécifiques. Donc on a cette liberté en fait. Moi je vois pas du tout la contrainte là-dessus. Donc ça c'est assez super. Euh, Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc là, moi, en fait, j'ai surtout appris tout ce qui était le marché de la seconde main, le reconditionné, les échanges. Pas vraiment du troc encore. Et puis ensuite, toutes les applications de restauration, de nourriture, etc., anti-gaspillage, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur, le gaspillage alimentaire. Surtout on est dans une capitale, donc il y a énormément de produits qui sont là à disposition en surplus. Et donc, on a de la chance d'avoir, même pour ce qui est de la seconde main, on a de la chance d'être sur un territoire où on est beaucoup au mètre carré. Donc, on peut aussi multiplier les chances de trouver des choses qu'on souhaite sur ces plateformes. Euh, j'ai un peu parlé, moi, pour ma part. N'hésitez pas voilà, si vous avez des questions, des réactions, euh, n'hésitez pas à me le dire. T'as pas encore fait de troc, mais tu vas pouvoir venir à notre troc VTE, tu seras le bienvenu. Ben oui, 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 ça m'intéresse. Ça Je m'intéresse. t'enverrai les informations. Mhm. Oui, oui, ça m'intéresse. Après, moi, pareil, des fois, je me dis que je trouve pas le temps quand j'ai envie de me débarrasser d'affaires. Enfin, je sens que ça y Mhm. est, j'ai envie de leur donner une nouvelle vie, de passer à un autre cycle. Je trouve que j'ai pas encore l'énergie ou les ressources pour aller justement dans des plateformes de troc ou même les vendre. Je Mm. préfère aller au plus simple et les mettre dans des bornes comme les bornes du relais ou les donner à Emmaüs ou les donner voilà, à des structures ou à la Gerbe par exemple. Là, j'ai investi dans un nouveau vélo et mon ancien vélo qui est totalement, voilà, il peut encore rouler totalement avec.
j'ai un peu la flemme, j'avoue, de le mettre en vente sur le Bon Coin, et cetera, et puis je l'ai acheté vraiment pas cher, c'est quelque chose heu, que je peux donner, en fait. Là, je compte aller à la Gerbe, à la ressourcerie de la Gerbe, qui en ont besoin. Eux, ils ont cette mission humanitaire où ils envoient beaucoup de choses, en Europe de l'Est, que ça soit des vêtements, des vélos, des équipements, divers, et du coup, la Gerbe m'a dit que le vélo est vraiment utile, pour les personnes, voilà, qui les récupèrent là-bas. Donc je me suis dit, je préfère, voilà, je m'en fiche de ne pas le revendre derrière ou d'en tirer quelques dizaines ou centaines d'euros, peut-être pas quelques centaines d'euros, mais c'est vraiment quelques dizaines d'euros. Je préfère le donner. La gerbe, alors la gerbe, c'est, donc en réponse en question, Corinne Huet. Voilà, c'est à Écuvilly, c'est pas très loin des Mureaux. D'ailleurs, le samedi 9 mars, de 10 h à midi, on va faire une visite. Donc la Gerbe nous ouvre ses portes pour faire une visite, de leur ressourcerie, qui est une grande ressourcerie, et c'est super intéressant. C'est vachement intéressant, et puis, à l'issue de cette visite, on peut aussi faire un tour et chiner des choses, des mobiliers, des vêtements. Ils ont pas mal de produits un peu aussi, bio, heu, éthiques, et cetera, en vente. Donc c'est assez sympa. Et en plus, la visite de la gerbe, c'est pas juste la visite qu'on de l'espace qu'on voit, mais c'est vraiment, tous les dessous aussi. C'est vraiment un bâtiment qu'on voit pas, ou comment fonctionne un peu la machine d'une ressourcerie, comment se fonctionne le tri, heu, la réception, le don, puis comme eux, ils ont plusieurs plateformes de dons en humanitaire ou de revente dans la ressourcerie. C'est assez intéressant de savoir comment ils fonctionnent. Et des fois, enfin, c'est assez fou aussi ce qu'on peut trouver, enfin des choses qu'ils peuvent récupérer, c'est assez impressionnant. Et donc pour enchaîner un peu sur les choses qu'on peut mettre en pause ou abandonner, bah, voilà, ça peut être lié à des problématiques de santé, à des problématiques de temps, d'argent. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent dire que, bah, là, j'ai commencé à ma démarche zéro déchet, mais là, en fait, je j'ai plus d'énergie, donc je mets en pause, pour un temps indéterminé. C'est pas grave, vous avez déjà fait première étape, et puis après, un jour viendra où il y aura de l'énergie ou la motivation, une opportunité, quelque chose qui change, et donc voilà, la machine, pourra se relancer pour recommencer, pour repasser à d'autres paliers. Et merci, Thelma, super pour la recette. Super pour la recette, et puis merci, et à bientôt. À bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plutôt calme, toujours. Je vais passer ensuite, ben, à la prochaine partie du webinaire qui concerne un peu, ah, salut, qui concerne, plutôt un rappel sur, un peu de trucs et astuces, et ensuite un rappel sur le défi, presque zéro déchet. Que moi, je vous ai dit vraiment les essentiels, dont je me sépare pas aujourd'hui, et j'aurais du mal à vivre sans. C'est vraiment, vinaigre blanc, bicarbonate, percarbonate de soude, du citron aussi, savon noir, savon de Marseille, des huiles essentielles, de l'eau. C'est top, c'est super, et puis on peut vraiment tout remplacer, dans nos produits ménagers, dans nos produits, et même,
Ouais, vraiment pour tout ce qui est produits ménagers, on peut se libérer de tout ce qu'on achète. Après, voilà, selon nos besoins aussi. Selon nos besoins, mais on peut trouver vraiment des centaines de recettes quand même adaptées à nos besoins très spécifiques avec cette liste quand même d'ingrédients. Et c'est assez magique. Et donc ça, je vous l'avais partagé aussi dans les newsletters, donc vous pouvez les retrouver dedans. Et donc pour revenir un peu au défi presque zéro déchet, donc pour rappel, on avait commencé le défi ensemble en octobre. Et donc avec en moyenne, j'ai regardé un peu les chiffres avec une moyenne de 10 ateliers par mois, donc ce qui est pas rien, avec pas mal de choses vraiment qui ont été faites sur le territoire. L'idée maintenant, c'est d'aller un peu au bout de la chose et donc de se rendre compte un peu de notre amélioration en faisant les pesées de poubelles. L'idée, c'est qu'à la fin, on puisse voir un peu notre marge de progression et puis ensuite pouvoir se féliciter de ça ou même se rendre compte de là où on est encore, des marges des progressions qu'on aura à faire encore. Euh, donc voilà, c'était un peu un rappel des objectifs du défi. Et donc l'idée, c'est aussi d'intégrer dans sa vie ces 5 piliers du zéro déchet. Et justement, je dis l'intégrer et l'adapter à un peu toute situation, c'est assez facile à faire et intéressant aussi de faire le lien. Par exemple, dans la newsletter que je vous ai envoyée aujourd'hui sur l'électroménager, je vous ai un peu fait le lien entre ces 5 piliers, à part rendre à la terre, parce que c'est compliqué de rendre à la terre une machine à laver, mais comment adapter en fait ces principes de refuser, réduire, réutiliser, recycler. Donc, j'ai rajouté le rendre à la terre par réparer. Et, ça marche, ça commence par un R, ça fonctionne, ça va. Et donc voilà un peu le rappel de ces objectifs. Et pour rappel aussi, vous avez chacun et chacune un lien qui vous mène à ce tableau où vous pouvez remplir vos pesées, y mettre aussi le nom, l'atelier, le nom des ateliers que vous avez fait, le nombre d'ateliers. S'il y a besoin, n'hésitez pas à m'envoyer quand même un mail pour que je vous aide un peu à prendre ça en main si vous avez des difficultés. Pour clarifier aussi une nouvelle fois, donc l'idée c'est de peser la totalité de sa poubelle sur une durée déterminée. Donc l'idée c'est de se rendre compte sur une échelle de temps définie. Ça peut être une semaine et demie. Euh, ben, de combien pèse ma poubelle totale. Après, si vous fonctionnez de sorte à ce que vous pouvez dissocier vos poubelles de cuisine, de salle de bain ou autres, etc. C'est bien aussi, c'est mieux. Après, c'est pas un souci si vous avez un petit appartement ou un appartement pas très grand ou une production de déchets au final très maigre et que s'il fallait compter le poids par semaine de la poubelle de la salle de bain, eh ben, ça serait vraiment très, 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 très peu et que ça serait plutôt par mois qu'il faudrait compter ça. Voilà, c'est pas grave. L'idée, c'était vraiment si possible, de dissocier un peu le poids de la source, un peu, de nos déchets. Pour rappel aussi, on a un groupe, un groupe d'échange Facebook sur lequel sont partagés un peu les trucs et astuces des participants des années précédentes et de cette année aussi. Les animations aussi et les ateliers peuvent y être partagés. Donc, vous pouvez aussi rejoindre ce groupe. Le lien, il est aussi dans chaque newsletter que je vous envoie. Et l'idée, c'est justement de se servir de cette philosophie du presque zéro déchet où on est quand même dans le partage, on est dans le don dans le don de soi et aussi dans le don des choses, on est dans le partage. Donc voilà, autant l'utiliser aussi ailleurs et dans des groupes à la fois physiques et aussi virtuels.
Et donc, la nouvelle, c'est la date de la fin du défi, qui se fera à travers un événement de clôture. Ça sera le mardi 2 avril. Donc, vous pouvez déjà garder la date, ça sera à partir de 19h. Et donc, à l'issue de cette rencontre, de cette cérémonie, on va dire, de clôture, il y aura une remise de lots. Donc, il y a 2 lots qui sont prévus. Les lots, on voulait aussi faire quelque chose de sympa en lien avec le défi presque zéro déchet. Donc, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise donnera comme lot des kits zéro déchet. Donc, c'est des kits dans lesquels on peut trouver justement des sacs de perles de savon, des sacs de bicarbonate de soude, une bouteille de vinaigre blanc, un petit manuel avec une centaine de recettes zéro déchet. Et ça fait partie du lot. Et l'autre partie du lot, c'est un bon d'achat. Donc un bon d'achat donné par la Gerbe. Enfin, pas donné par la Gerbe, mais à utiliser à la Gerbe, donc à cette ressourcerie, à cette fameuse ressourcerie avec UVI. L'idée, c'est ben, pareil, c'est chouette d'être gratifié par un bon d'achat à travers lequel on va pouvoir ben, se faire plaisir. L'idée, c'est aussi de se faire plaisir, mais pareil, dans une ressourcerie, on peut trouver un peu ce qu'on on peut aller chiner quelque chose et puis utiliser ces bons d'achat. Donc, les gagnants, donc pour les mentions pesées de poubelle et aussi pour la mention participation aux ateliers, pourront bénéficier de ces lots. Voilà. Bah alors, ces lots seront aussi sur tirage au sort, donc ça ne sera pas celui qui a fait le plus d'ateliers ou celui qui a fait le plus de pesées. L'idée, c'est au moins les gens qui ont participé, qui ont fait quand même au moins quelques ateliers, qui ont fait leur pesée, ils sont éligibles à gagner un lot. Même s'ils ont, pas fait d'amélioration tant que ça, on va dire, sur leur production de déchets. Enfin, l'idée déjà d'avoir fait la démarche, d'avoir participé, d'être resté jusqu'au bout aussi de ce défi qui a duré quelques mois, ben ça vaut quand même, une gratification. Et voilà, on arrive maintenant à la fin donc du webinaire. Si vous avez des questions par rapport à cette dernière partie, n'hésitez pas. On peut échanger là maintenant et puis sinon, vous pouvez me faire un mail, et puis on pourra discuter ensemble, si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous avez besoin de conseils, voilà, d'accompagnement sur certaines choses, n'hésitez pas, je suis là pour ça.